Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au ministère de l'économie avec Jean-Pierre Yalcin, responsable du pôle Relations Presse. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Qui est Jean-Pierre Yalcin? Jean-Pierre Yalcin, c'est le 7e fils de Gero et Chana. On est une fratrie de 10 enfants et c'est un père très heureux et un mari très heureux qui travaille depuis 6 ans au ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Le titre complet du ministre Bruno Le Maire, et je suis en charge des relations presse ici à Bercy. Concernant vos débuts en politique, à quel âge vous avez commencé, avec qui et puis surtout sur quelle motivation? J'ai commencé très tôt, où j'ai été militant plutôt politique, notamment dans le village de mes parents à Pisco, que pas mal de gens connaissent, où j'ai été présenté par la presse comme le candidat anti-abstention lors des élections départementales. C'est des élections que personne ne connaît et personne ne vote, et j'avais fait en sorte que Pisco soit la première ville citoyenne de France. Quand j'étais plus jeune, je voyais les villages fleuris, les 3 fleurs à l'entrée de la ville, et je me disais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une carte électorale à l'entrée du village pour dire qu'on a une ville citoyenne, une ville qui vote et une ville qui veut faire avancer les choses et notamment participer à la vie de la cité. Et du coup j'avais lancé une initiative qui s'appelait Pisco Citoyenne. J'avais appelé ça le collectif où j'étais tout seul, mais c'était bien de dire que c'était un collectif, ça marchait mieux. Et j'avais à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais dû mettre 500-600 € pour faire des tracts et je me baladais dans le village pour pouvoir faire en sorte que les gens votent. Et ça a bien marché. Et du coup, voilà, je me suis engagé comme ça parce que je considère que l'engagement pour les autres et le fait de voter est primordial. Comment êtes-vous finalement arrivé jusqu'au ministère de l'économie? C'est un parcours plutôt atypique où, en parallèle de mes études, j'ai été, après cette initiative Pisco Citoyen, repéré par le député de la circonscription à l'époque, qui s'appelait Jérôme Chartier, un député UMP, qui m'a appelé, il m'a dit « Écoutez, j'aimerais vous rencontrer, c'est une super initiative, est-ce qu'on peut se voir ?» Et on a échangé ensemble, il m'a dit « Je veux vous embaucher pour faire vivre la démocratie sur notre territoire. » Et en parallèle de mes études, du coup j'ai été collaborateur parlementaire, donc très tôt, où je faisais ça quasiment à plein temps, et j'avais mes études à côté où je travaillais mes cours, et j'avais quelques heures aussi en présentiel, donc j'arrivais à combiner les deux. Et ce parcours m'a permis déjà d'apprendre le travail parlementaire, parce que j'étais à l'Assemblée nationale physiquement, et donc il y a les textes de loi qui sont votés là-bas, de connaître ce milieu aussi, et de faire des rencontres qui vous font avancer dans la vie, tant professionnelle que la vie intellectuelle, où j'ai rencontré François Fillon, avec qui j'ai fait un petit bout de chemin aussi, puisque au sortir de Matignon, Jérôme Chartier était son porte-parole, et j'ai travaillé avec lui pendant assez longtemps, jusqu'à sa dernière campagne des présidentielles, où il a décidé d'arrêter sa vie publique et politique à ce moment-là. Et ensuite on a les rencontres ont fait que j'ai rencontré le conseiller presse et communication Bruno Le Maire. Moi j'étais chef de cabinet à l'époque de KPMG France, où j'avais pris un petit moment pour faire la campagne de François Fillon. Et après cette étape, je suis retourné dans ma tour de 40 étages, dans mon grand bureau, la chaise vide, et j'ai vu que les dossiers, pendant mon absence, avançaient. Et j'avais l'impression, quand on reçoit 250 mails jour et qu'on se lève le matin, on ne sait pas où on va, parce que je m'occupais des déplacements de François Fillon pour la campagne, la nature a horreur du vide, les dossiers avancent côté KPMG, et j'ai décidé de prendre un peu de recul. Le conseiller presse du ministre m'a dit, écoute, viens en cabinet avec nous. J'ai trouvé ça un peu compliqué de quitter François Fillon, d'aller directement chez Emmanuel Macron. En vérité, derrière, j'ai pris un peu de temps, et depuis, je suis au bureau de presse de Bercy. Et je suis très heureux où je suis, parce que je ne suis pas membre du cabinet, du coup j'ai pas la contrainte où là, y en a plein qui sont au chômage parce qu'il n'y a plus de ministre. Et je travaille quand même avec Bruno Le Maire, où je m'occupe de ses relations presse et de ses déplacements. J'ai une situation plutôt confortable ici au ministère. Maire de Saint-Brice-sous-Forêt, où vous étiez presque. Expliquez-nous un peu 2020 et votre élan politique à ce moment. Pourquoi vous n'avez pas finalement gagné le dernier vote de décembre 2023 en conseil municipal? Et si pour vous le poste de maire fait encore partie de vos projets? Depuis 2014, je suis élu à Saint-Brice-sous-Forêt, une ville où quand on habite à Pisco, en réalité on fait tout à Saint-Brice parce qu'à Pisco il n'y a rien. J'allais au centre aéré, au club de foot, et j'ai passé une grande partie de ma jeunesse à Saint-Brice-sous-Forêt. Le maire de l'époque, Alain Laurent, m'a demandé de venir le rejoindre au sein de cette équipe pour, dans un premier temps, la rejeunir, et d'autres un peu bousculer les anciens. Quand une équipe reste là pendant 3 mandats, il faut quand même la faire avancer, la faire vivre. Et donc j'étais simple conseiller municipal. En 2014, j'ai décidé de prendre mes responsabilités en 2020. Il fallait un successeur à Alain Laurent. Il y avait des gens qui étaient peut-être mieux placés que moi à l'époque, qui était adjoint au maire, et le maire a décidé de me faire confiance et de me dire il n'y a que toi. Il n'y a que toi parce que dans un premier temps, tu as des relations sur le plan national, sur le plan local, et donc ça peut accompagner la vie de notre commune pour aller chercher des subventions au Parlement européen
auprès de la région, auprès du département, il faut en réalité pas mal de relations et après faire les dossiers, puisque c'est comme ça que ça avance. Et quand Saint-Brice a besoin d'être bousculé, a besoin de grandir, a besoin d'évoluer, et donc j'avais pris mes responsabilités, j'ai monté une liste. Alors c'est très compliqué d'être candidat à une élection municipale. Il faut avoir du temps, beaucoup de temps, et il faut avoir aussi de l'argent. Et en 2020, l'année Covid, j'ai mené une campagne qui était plutôt bonne au premier tour, où je suis arrivé premier au premier tour, alors qu'il y avait 3 listes de droite, 5 listes en tout, donc c'était compliqué, surtout que je me retrouvais face à 2 maires adjoints sortants et un président du conseil départemental sortant. Quand vous avez Didier Arnal en face de vous et 2 maires adjoints qui étaient dans votre équipe, allez s'opposer à eux, allez chercher la victoire, parce que vous avez l'intime conviction que vous allez mieux servir votre commune que les autres. Et quand on a cet engagement et cette volonté, et ben ça marche. Les résultats l'ont prouvé, j'ai devancé les autres au premier tour, et la vague Covid est arrivée. Malheureusement, je n'ai pas su faire campagne. Notre équipe n'a pas su faire campagne. On a fait une alliance qu'il fallait peut-être pas faire, qui a fait que j'ai perdu de 150 voix si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est le jeu. Aujourd'hui, je suis dans l'opposition. Je suis très heureux dans mon rôle d'opposant parce que c'est très important d'être dans l'opposition, de mieux comprendre les dossiers et d'apporter une contradiction au maire en place. Pour en revenir à la démission de Nicolas Leleux, c'est un choix personnel. Il a choisi la première adjointe pour reprendre les rênes. Je me suis porté candidat, évidemment, pour pouvoir représenter encore les Saint-Briciens qui ont fait le choix de mettre un bulletin avec mon nom. Je savais pertinemment que je n'allais pas gagner puisque c'est une élection interne, c'est le conseil municipal qui vote. Sur 33 personnes, moi j'ai que 7 sièges. Le résultat a été connu d'avance, même si j'ai eu plus de voix que prévu puisque j'en ai eu 12 et il n'y en a eu que 20. Ce qui montre que les conseillers municipaux, certains ont pris leurs responsabilités, on se sont dit il faut tourner la page, il faut avancer. 3 ans de perdu, voilà, on verra les élections de 2026 approchent et on verra le moment venu si je dois m'engager ou pas. Pourquoi les Assyro-Chaldéens engagés en politique n'arrivent pas à dépasser le cadre local et à se hisser au niveau national? C'est une bonne question, compliqué d'y répondre, je dirais en quelques minutes, mais on peut déjà être très fier de ce qu'on a fait. La communauté assyro-chaldéenne est arrivée en France il y a une quarantaine d'années. Nous sommes issus de familles de fermiers, d'agriculteurs, et arrivés en France où les parents, honnêtement, ne parlaient pas très bien le français, voire pas du tout, ont su s'intégrer, ont su avancer. Aujourd'hui, c'est déjà une chance d'avoir des élus, des représentants de la nation sur nos territoires. C'est une chance d'avoir des médecins, c'est une chance d'avoir des avocats que vous rencontrez quotidiennement. La deuxième génération a su bien s'implanter en France, a su grandir, a su évoluer, et je pense qu'on peut être très fier de ce qu'on a fait à l'heure actuelle. Lorsqu'on voit avocats, médecins, architectes, chefs d'entreprise, parfois de grandes entreprises avec beaucoup de collaborateurs, on participe quotidiennement à la vie de la cité, à la vie économique locale et à la vie économique, parfois régionale, voire même nationale. Donc on peut être très heureux de ce qu'on a fait. Il est vrai qu'on a un plafond de verre qu'on n'arrive pas à atteindre, on n'arrive pas à briser, et il faut qu'on puisse avancer différemment. On a pendant trop longtemps fait confiance aux élus avec qui on était, parce qu'on est trop gentil, on a trop confiance et on a peur d'avancer. On a confiance aux gens qui nous ont tendu la main pour nous mettre au sein d'un conseil municipal. Et ces gens-là sont très heureux de nous avoir, d'avoir notre électorat, d'avoir les votants de la communauté. Mais derrière ne veulent pas, je ne sais pas s'ils ne veulent pas nous voir, mais ont du mal à nous voir grandir de nos propres ailes. Moi, je pense qu'il faut absolument que les jeunes de la communauté assyro-chaldéenne et les élus actuels bousculent les choses. Il faut prendre et il ne faut pas attendre qu'on nous tende la main et qu'on nous donne les choses. Et si j'ai un conseil à donner à tous les jeunes et aux élus actuels, c'est d'avancer sereinement et de se dire que si on a les moyens, si on a la volonté de le faire, on peut le faire, et il faut vraiment aller de l'avant et aller s'engager soi-même, aller chercher les choses par la sueur de son front. C'est compliqué, mais il faut le faire. Assimilation ou intégration, selon vous, sommes-nous actuellement plutôt intégrés ou assimilés? Je pense qu'on est parfaitement intégrés. On est parfaitement intégrés, on participe, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la vie économique, à la vie locale de nos communes, de notre pays. On n'a pas de terre où demain je vais dire je vais retrouver mon pays, parce que moi mon pays c'est la France. Et je pense que le pays de tous les Assyro-Chaldéens qui ont grandi en France, c'est la France. On n'a pas... Comme d'autres communautés. On ne va pas retourner au Portugal vivre nos retraites, on ne va pas retourner dans les pays du Maghreb vivre notre retraite. Notre retraite et notre vie, on l'a fait en France et on restera en France. Et donc je pense qu'on est pleinement intégré à notre pays, tout simplement. On entreprend ici en France, on grandit en France et notre pays c'est la France. Nous allons vivre notre jeunesse et notre vie d'adulte en France, puis nous vivrons notre retraite paisiblement ici aussi. Merci Jean-Pierre Asselin de nous avoir reçus ici au ministère de l'économie. Merci à vous. Et puis merci de nous avoir suivis sur Shlama TV et je vous dis à bientôt.